Merci à la formidable équipe du Jeu de Paume et aux équipes de Chanel pour ce programme. Merci d'être là aussi, si nombreux ce soir pour cette rencontre autour de l'œuvre de Valérie Belin, dont nous allons retracer le parcours, les manières de faire, les choix et les inclinations en art. Derrière nous, alors vous allez voir défiler des images en boucle, plusieurs séries de photographies de Valérie datant de la fin des années 90, enfin du milieu des années 90 à aujourd'hui, que peut-être nous arrêterons de temps en temps ou pas. Et en vertu de ce qui est devenu une tradition dans ce programme de 7-9, je laisse la parole à Arina Starik qui va présenter l'œuvre de Valérie Belin. Merci Anaëlle. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Valérie. À travers vos portraits, vous interrogez des notions telles que l'identité et son effacement, les frontières entre le vivant et le non-vivant, la mémoire, la transformation et finalement la disparition. Vous avez toujours travaillé par série, selon des protocoles que vous définissez vous-même, en photographiant aussi bien des modèles professionnels que des objets du quotidien, masques, voitures, bouquets de fleurs, emballages de chips. Et justement, surtout avec ces objets, vous avez questionné aussi la place de l'identité dans notre culture de consommation. Vous explorez la tension entre effacement et mise en scène de soi, tout en jouant avec les codes de la beauté féminine véhiculés par les médias et le cinéma. Depuis quelques années, vous avez introduit dans votre travail des éléments de collage, de motifs géométriques, de body painting et de retouches picturales, affirmant une pratique plastique qui dépasse largement les frontières de la photographie au sens strict. Vos œuvres ont été exposées à travers le monde et figurent dans de nombreuses collections publiques et privées. En 2024, vous avez eu la rétrospective au Musée des Beaux-Arts à Bordeaux. En 2019, un solo show à Victoria and Albert Museum à Londres. En 2017, vous avez eu plusieurs expositions partagées entre Pékin, Shanghai et Chengdu, et aussi à Centre Pompidou. Vous avez été lauréate du prix Pictet en 2015, et parmi les projets à venir, on peut nommer déjà une exposition aux Franciscaines de Ville à partir de janvier 2026. Et donc je vais vous dire maintenant un mot du parcours d'Arina, qui est une artiste visuelle, photographe, née à Moscou en 1996. Arina a eu déjà un parcours très ample, avec un bachelor en journalisme international à l'Institut des relations internationales de Moscou, et puis un master de sociologie, aussi à Moscou, mais au collège universitaire français, Goût de la langue, qui vous a emmené par là. Vous avez travaillé comme productrice et assistante lumière chez Condé Nast à Moscou, donc une première vie pratique avec des grands photographes de mode russes. Et puis vous êtes entrée à l'école de photo d'Arles, à l'ENSP, où vous êtes actuellement en 3e année, et vous avez été sélectionnée dans la shortlist de Paris Photo, carte blanche étudiant. Vous vivez et travaillez à Paris. Votre travail artistique se situe à la croisée de la photographie de mode, de l'art contemporain, avec un goût pour l'exploration de l'intime. Votre photographie mêle à la fois une sensualité crue et une forme de réalisme frontal. Vous voyez des images qui vont défiler aussi. On voit des corps qui sont tour à tour des surfaces vibrantes ou bien des objets très sculpturaux, avec une attention particulière aux textures de la peau, notamment qu'on retrouve d'une image à l'autre. Vous montrez des fragments du quotidien, ce qui reste habituellement derrière les portes closes. Et puis, l'un de vos projets les plus importants, tout récent, s'intitule « Le sang est plus épais que l'eau ». Il s'agit d'images de femmes de votre famille qui évoquent une forme de culture rurale russe que vous avez connue. Et voilà, et donc nous avons préparé toutes les deux et toutes les trois cette rencontre. Et là encore, Arina, je vous passe la parole. Valérie, vous vous êtes formée à l'école d'art de Bourges et en philosophie à la Sorbonne. Qu'est-ce qui vous a le plus nourri au cours de votre formation en histoire de l'art comme en philosophie ? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont nourri. Principalement, vous le devez le savoir un peu tous, il y a certains professeurs qui sont assez charismatiques dans un parcours d'étudiants. Et moi, j'ai eu des excellents enseignants, notamment un professeur qui m'a beaucoup parlé de l'art américain et qui a été très déterminant pour élaborer
mon regard et mes œuvres. Ensuite, il y a eu effectivement la philosophie de l'art à la Sorbonne, où justement je me suis penchée sur l'art minimal américain, parce que je voulais comprendre mieux pourquoi cette forme d'art m'avait tant touchée et influencée. Et donc je me suis penchée à travers cette période étudiante à la Sorbonne sur finalement l'essence de l'art minimal, l'expérience d'une œuvre d'art minimale et le rapport au corps principalement qui se fait à travers l'œuvre d'art minimale. Voilà, bon, je ne réponds pas forcément à l'ampleur de la question, mais après, vous savez, bon, il y a plein de choses qui nourrissent, comme vous le savez aussi, un parcours d'artiste, et à chaque moment de sa carrière, l'artiste fait appel à quelqu'un dont il a besoin. Donc, à différents moments de ma carrière, j'ai fait appel à de grands photographes, qu'ils soient vivants ou pas d'ailleurs, pour qu'ils me donnent un coup de pouce et pour oser faire des choses. Voilà, je leur ai pris un peu leur courage à chaque fois. C'était des formes de rencontres aussi. Est-ce que quand vous étiez à l'école d'art de Bourges et que vous avez choisi la photographie, à la fin, c'est tout vrai? À la fin des années 80, est-ce que ce choix de la photographie a été pour vous de l'ordre de l'évidence? Oui, alors pour moi, en effet, il a été de l'ordre de l'évidence, déjà parce que j'ai fait de la peinture, et donc quand je regardais ce que je faisais, je me disais, voilà, il faut arrêter. Et d'autre part, c'était une époque où la photographie semblait, je dis bien semblait, le moyen le plus contemporain de faire des images pour une étudiante aux Beaux-Arts. Et par ailleurs, c'est vrai que l'outil photographique, enfin l'appareil photographique, puisqu'à l'époque il y avait encore l'appareil était important, voilà, peut-être plus qu'aujourd'hui. Il y avait comme une espèce de médiation entre. J'avais besoin du réel. En fait, j'avais besoin d'un rapport au réel, et l'appareil photographique me permettait ce rapport au réel que je n'aurais peut-être pas eu de la même manière avec la peinture, où on est enfermé dans un atelier devant une toile vierge. Donc voilà, c'était quand même un outil de médiation aussi pour moi, une manière aussi d'être au monde, c'est-à-dire de connaissance du monde, de rapport à l'extérieur en fait. Donc oui, ça s'est imposé pour toutes ces raisons. Et le choix, si on remonte un tout petit peu avant, le choix de rentrer à l'école d'art de Bourges, c'était aussi... C'était motivé parce que je savais que je voulais faire de la photographie. J'ai commencé aux Beaux-Arts de Versailles, donc là on fait toutes sortes de choses. Et au bout de 2 ans, on choisit si on veut faire tel département. Donc je savais que je voulais faire de la photographie. On était en 83, 84 peut-être. Et à l'époque, les écoles d'art qui avaient un labo photo étaient assez rares. Et je savais que Bourges avait un labo photo assez performant. Il y avait même de la couleur, ce qui était très très rare à l'époque pour les écoles d'art. Et donc j'ai décidé d'aller à Bourges pour l'école en fait. Et Versailles, en termes de formation du regard, c'est un lieu important? Royal. Non, c'était une très bonne école, j'avais de très bons enseignants encore. Je me souviens qu'il y avait Claude Lévesque qui était là à l'époque. Il y avait une bonne équipe, une très bonne équipe de pédagogues. Alors je me souviens de mon professeur de couleur qui nous donnait un échantillon de gris coloré en nous demandant de reproduire exactement le même gris. Et c'était absolument impossible en fait. Donc voilà, le gris était déjà là au début et la couleur aussi d'une certaine manière. Mais c'était une très bonne école. Je pense que c'est toujours une très bonne école. C'était très complet. Puis Paris étant très proche, on allait beaucoup visiter des expositions dans les galeries. Et c'est là que j'ai vu les premières œuvres de Robert Morris, notamment chez Daniel Templon. Et pour moi, c'était vraiment un choc esthétique. C'était les feutres, comme ça, avec ce caractère un peu anthropomorphe de l'art minimal, souvent. Vos premières séries de 93 à 99 se concentraient sur des objets, des vêtements et des surfaces. Que gardez-vous aujourd'hui de ce goût du réalisme? Alors le goût du réalisme, je ne sais pas si je ne l'ai jamais eu. C'est parce qu'en fait, même à l'époque, même si mes photographies étaient beaucoup plus proches d'une empreinte de l'ontologie de la photographie comme
comme empreinte lumineuse des choses, notamment avec le noir et blanc, qui aussi contribue à cette identité de la photographie comme empreinte lumineuse. J'étais déjà un peu décalée, il me semble, en tous les cas de la tradition documentaire. Et déjà, le réalisme, pour moi, c'était l'ennemi numéro un, d'autant plus en photographie, ce qu'il est resté d'ailleurs. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture, en fait. Pour moi, il y a toujours ce danger du réalisme. Alors, quand je dis réalisme, c'est dans ses aspects négatifs, attention, hein. C'est-à-dire quelque chose qui serait trivial, qui n'aurait pas de décalage avec le réel, qui ne serait pas de l'ordre du regard ou de la vision, c'est-à-dire qui serait... D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe véritablement, mais enfin... Voilà, la trivialité, voilà. C'était vraiment la chose que je voulais éviter à tout prix. Et déjà, les photographies d'objets sont déjà très décalées par rapport à une tradition de la nature morte, en noir et blanc, ou de la photo d'objets. Enfin, ce n'était pas des photos d'objets, en fait, c'était des photos, des photos du spectre lumineux de ces objets, avec un souci d'abstraction, qui était un souci permanent à l'époque. Et c'était la même chose pour les robes, pour les vêtements. Il y avait toujours un déplacement du sujet vers un champ plus abstrait, soit par la décontextualisation de l'objet, par son redressement à la verticale, je pense aux robes de Calais, par voilà, des opérations assez simples, un protocole assez simple, assez minimal en effet à l'époque. Si on avance encore un peu dans le temps, vous avez parlé de vos premières images en noir et blanc, et puis à partir de 2006, vous passez à la couleur et à ce travail de surimposition qu'on connaît bien. Et finalement, être au plus près des évolutions de votre médium, c'est quelque chose à quoi vous avez été toujours très attaché, c'est-à-dire une sorte de remise en cause permanente, au fond, de vos outils. Est-ce que c'est pour vous une satisfaction? Est-ce que c'est une forme de mise en danger? Alors, c'est vrai que j'ai toujours été très proche de mon médium, et quand il y a eu cette espèce de révolution numérique, j'ai voulu m'en emparer et en faire quelque chose. J'aurais pu, en effet, ne pas en tenir compte, mais ce n'est pas ce que j'ai choisi. Donc, en effet, ça a beaucoup complexifié mon travail, et ça a entraîné une forme de déréalisation de mes sujets, et de progression vers un aspect peut-être plus pictural de mon travail. En tous les cas, une hybridation de l'image photographique avec des images rapportées, que ce soit moi qui les fasse ou que ce ne soit pas moi qui les fasse. Enfin, en général, c'était quand même moi qui faisais les images que je venais mettre en superposition. J'en parle déjà au passé, vous voyez. Et donc voilà, c'est-à-dire que l'outil Photoshop, quand il est arrivé, au début, je l'ai utilisé uniquement dans une dimension corrective. En fait, la petite histoire, c'est que je photographiais les mannequins de vitrine, et il y avait un éclat de peinture qui était très gênant pour le côté illusionniste de la photographie. Donc j'ai décidé de faire appel à Photoshop pour enlever cet éclat de la peinture sur l'objet. Ensuite, je m'en suis servi pour utiliser en effet la couleur, chose qui pour moi avant n'était pas possible parce que la couleur était un procédé très industriel avec très peu de marge de manœuvre à l'agrandisseur, d'une part, et d'autre part très coûteux en termes de chimie. Donc je l'avais exclu de mon travail pour ces restrictions. Et tout d'un coup, avec Photoshop, j'avais la même maîtrise avec l'outil Photoshop que celle que j'avais avec un négatif noir et blanc, avec l'agrandisseur. Parce qu'avec un négatif noir et blanc, on peut faire des milliers de tirages différents avec un simple agrandisseur. Là encore, avec la couleur, c'était pas si simple. Et avec Photoshop, c'est devenu aussi infini, les possibles sont devenus aussi infinis. Et toujours dans ce souci de non-réalisme, je me suis dit, bon ben voilà, je peux aborder la couleur d'une manière non réaliste avec cet outil.
C'est ce que j'ai fait avec les corbeilles de fruits dans un premier temps, et puis avec les images qu'on voit ici, je crois que les têtes couronnées, où là, en effet, toutes les couleurs réalistes de la photographie sont évacuées au profit d'un monochrome que je viens rapporter sur la surface de l'image et qui va en effet donner son sens au sujet et à l'image en fait. Et vous utilisez toujours parfois le noir et blanc? Oui, alors aujourd'hui en fait j'ai le choix, c'est-à-dire que toutes les photographies sont faites a priori en noir et blanc. Oh là là, le lapsus, en couleur, et je choisis a posteriori. Donc, et le choix se fait, là encore, en fonction du sujet. Par exemple, pour les Painted Lady, les maquillages étaient très colorés sur les visages, et j'ai décidé assez rapidement de passer en noir et blanc, ce qui était assez paradoxal pour des maquillages en couleur, parce que je voulais justement réduire le maquillage au geste, à la gestuelle et à la dynamique du coup de pinceau. En fait, je voulais qu'on voit des coups de pinceau plutôt que des couleurs et qu'un maquillage. Donc le noir et blanc s'est imposé pour ça. Donc chaque cas, voilà, chaque choix est lié au sujet et ce que je veux, voilà, à son potentiel expressif en fait. Par exemple pour les Black Eyed Susan, évidemment je suis restée en couleur, même si j'ai réduit énormément la gamme colorée des images, parce que sinon ça aurait été une sorte de cacophonie colorée entre les couleurs des fleurs, des feuilles, le vert, etc., le maquillage, la peau. Donc il y a eu beaucoup de réduction chromatique, une solarisation aussi des couleurs pour faire des aplats qui enlevaient la texture à la fois des fleurs et de la peau. Ce qui fait qu'on avait comme ça une espèce de paradoxe entre l'ajout de décor autour de ce visage et la soustraction et le retrait d'informations qui auraient gêné en fait, cette rencontre, cette fusion en fait, cette métabolisation entre la fleur et le visage. Il y a une autre référence que vous faites à propos de la série des réflexions, qui est une référence au cinéma expérimental. Vous parlez en particulier de Northern Circus de Jonas Mekas et du film de Robert Frank, sur Exile on Main Street. Il y a quelque chose peut-être d'un peu surprenant ou pas dans la façon dont vous parlez de ces deux films, qu'on comprend en fait bien quand on vous entend raconter le bricolage de l'image en fait que vous venez de faire. Évidemment, le rapport au quotidien est moins présent dans votre œuvre que chez Mekas, mais peut-être il y a quelque chose qui vous relie aussi à ces objets, qui est de l'ordre de la disparition des images. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne? Oui, parce que en fait, dans ces films, comment dire, il y a souvent aussi, il y a cet effet de superposition d'images, de rémanence des images qui, au lieu de disparaître au cours du défilement du film, en fait, restent imprimées dans notre cerveau. En fait, elles sont toujours là, et donc il y a un effet comme ça cumulatif et onirique, en fait. Et je crois que dans mon travail, il y a un peu ce processus-là, c'est-à-dire que il y a aussi un côté fantomatique du coup dans ces films, c'est-à-dire que c'est très lumineux, ça joue sur l'essence lumineuse du support transparent qu'est le film et qui est aussi, en tous les cas, au départ, le film photographique. Donc ça coule de source en fait, cette superposition. C'est quelque chose que tous les photographes ont fait plus ou moins dans leur laboratoire et qui l'ont poussé plus ou moins loin. Et dans ces films, voilà, il y a cet aspect fantomatique, moi, qui me touche beaucoup et qui est très proche de la photographie. C'est des choses qui comme ça, d'abord chez Mekas, qui sont de l'ordre du souvenir, qui ont déjà disparu quand on voit le film, même si c'est faux. En fait, on a ce sentiment-là que c'est quelque chose qui est perdu, et donc chez Robert Frank, le formalisme est un peu différent, mais en tous les cas, il y a cet effet aussi d'image fantôme, je dirais. Une chose qui traverse tout mon travail, je pense. Et justement pour
revenir au portrait qui questionne la limite entre le vivant et l'inerte, entre la sculpture et le corps. À quel moment vous avez ressenti le besoin d'intégrer le corps humain dans votre travail? En fait, c'était mon but. Je n'ai pas réussi, en fait. Mais c'était mon but, c'est-à-dire que, là encore, avec les études que j'avais faites, c'était vraiment l'époque de l'art conceptuel. Enfin, c'était la queue de comète de l'art conceptuel, etc. Donc, il y avait une sorte de tabou sur la représentation, la narration, mais même la figuration, plus exactement. On était juste avant l'éclosion de la figuration libre, parce que les galeries se disaient oh là là, ça suffit, là, il faut un peu changer. Et donc, j'étais dans cette période où il y avait une impossibilité de figurer. Et donc, quand je suis sortie de l'école, j'ai voulu repeupler mon univers. Et c'est ce que j'ai fait en faisant des photographies de vitrines dans Paris, et qui, au fur et à mesure, ont donné ces premières photographies d'objets en cristal, qui pour moi étaient déjà comme des formes de portraits. Je faisais des portraits d'objets, même. Donc ces objets étaient comme des métaphores d'une présence physique, d'un corps traversé par la lumière, qu'étaient ces objets, avec une importance de la matière à l'époque, de la matière des choses, de la matière de ces objets. Et ensuite, la première apparition du corps s'est faite avec la série des bodybuilders, qui tout d'un coup viennent se découper sur un fond blanc. Mais comme on le voit dans les images, ils sont photographiés comme des sculptures. Je les ai photographiés comme j'aurais photographié une sculpture ou un objet. Donc voilà, il y a toujours quelque chose d'assez paradoxal dans ma manière de photographier les personnes vivantes, qui sont vraiment photographiées comme des statues, d'une certaine manière. Donc je suis toujours assez loin d'une espèce d'aspect incarné ou charnel ou même sensuel, d'une présence physique. Je crois que j'en suis assez loin, que c'est définitif. Pas grave. On a parlé de peinture, vous venez de parler de sculpture. Vous avez souvent dit votre attachement au terme de photographie plutôt qu'à celui d'image. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui vous intéresse de cette façon? La photographie ou de parler l'image? de photographie plutôt que d'image. Est-ce que c'est encore important pour vous, ça, aujourd'hui? Oui, ça reste un problème. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la photographie? Qu'est-ce qu'elle peut être? Voilà, je pense qu'Instagram a fait beaucoup de mal à la photographie, mal ou bien, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, la photographie pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt un moyen de fabriquer des images. En tous les cas, c'est ce que je fais. Je pense que je suis en effet passée du côté de l'image, puisque je fabrique des personnages. Au début, en effet, je photographiais des vrais gens. Donc c'était des vrais bodybuilders, des vrais transsexuels, des vraies choses. Et puis, au tournant des années 2000, j'ai commencé à fabriquer des personnages, on pourrait dire de toutes pièces. Voilà, j'ai pris des mannequins d'agence qui sont devenus comme une espèce de sujets a priori, et je les ai habillés, coiffés, modifiés, fait poser d'une manière ou d'une autre, avec des décors différents. Et en effet, là, je suis vraiment dans la fabrication, de fait. Ce qui me fait en effet basculer peut-être du côté de l'image. C'est un constat. Alors, on reviendra tout à l'heure à l'élaboration, à la façon dont vous élaborez vos images. Mais je voudrais d'abord qu'on aborde la question de la beauté, qui revient dans chacune de ces conversations, du 7 à 9, qui chez vous, évidemment, est très importante, parce que dans la plupart de vos séries, vos personnages tendent souvent vers une forme de beauté. Par leur caractère séduisant, on a l'impression qu'ils sont presque des signaux de beauté. Et en même temps, c'est plus complexe que ça, parce que par leur caractère lisse, parfois, presque par les contraintes qui apparaissent dans ces images, il y a quelque chose qui échappe.
et tout d'un coup, on ne sait plus très bien où on se trouve. Est-ce que dans vos images, vous cherchez la beauté? Qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté, on n'arrivera jamais à savoir ce que c'est. Bon, a priori, c'est une forme de moyenne, quoi. C'est une forme de moyenne. Mais bon, j'ai en effet photographié différents types de beauté. Ce qui m'intéresse dans cette notion de beauté, c'est la quête plutôt, la quête de la beauté qui prend des formes différentes. Voilà, par exemple, les bodybuilders, leur modèle, c'est la beauté antique. Voilà, pour les transsexuels, il s'agit plutôt de... C'est aussi une quête de beauté, plus qu'une quête de transformation de genre. Et donc, comme la femme est l'étalon, incarne l'incarnation de la beauté, il faut devenir une femme. Mais tous ces gens, en fait, que j'ai photographiés au début de mon travail, sont des gens qui sont en quête de la beauté, et qui, par cette quête, en fait, comment dire, c'est un processus aliénant. Cette quête est un processus aliénant, et je pense que la beauté est un processus, a une dimension aliénante. En tous les cas pour les femmes qui sont qui ont de l'avance sur les hommes de ce point de vue-là, puisque de très longtemps, en fait, leur pouvoir se réduisait au pouvoir de séduction qu'elles pouvaient avoir. Et donc, il y a cette dangerosité, en fait, de la beauté qui est le moteur, en fait, de cette notion dans mon travail. Parce que voilà, quand je reprends la photographie des bodybuilders ou même des femmes noires, de fait, la beauté saute aux yeux, elle est très forte, c'est la première chose qui saute aux yeux quand on regarde ces photographies, mais au second regard, il y a aussi, comme vous disiez, le trouble, c'est-à-dire qu'il y a déjà une superposition en fait dans ces images. Par exemple ici, les jeunes mannequins d'agence que j'ai photographiés en 2001, on voit la jeune fille avant transformation en quelque sorte, avant transformation en mannequin. Donc il y a un trouble parce qu'on voit à la fois la jeune fille et à la fois la mannequin. Il y a aussi, il y a différents niveaux de trouble dans mon travail, mais je pense que... Et ce trouble, il se joue aussi dans une sorte de balance entre à la fois un jeu avec le stéréotype, avec le cliché, et en même temps avec une forme d'empathie que l'on sent de votre part à leur égard. Oui, tout à fait. Je ne suis pas dans une position d'observateur ou de documentariste ou de commentateur. Je ne prends pas position. Et d'ailleurs, il est impossible de prendre... du coup, ça rend mes images assez complexes à envisager aussi pour ça, parce que finalement, c'est un travail très, très personnel. Et je m'identifie, il y a vraiment une empathie avec mes sujets, en effet. Tout à fait. Je dirais peu importe, en fait, ce qui compte, c'est que pour moi, cette quête, en fait, elle amène toujours à la vanité, en fait. Toutes mes photographies, que ce soit des portraits ou des natures mortes, finalement se rejoignent à travers cette notion de vanité. Et d'ambivalence. Et d'ambivalence, oui. Et en effet, les stéréotypes sont importants, c'est-à-dire que chacun se choisit son stéréotype. Par exemple, les métis, on a parlé des bodybuilders, chacun se choisit son modèle, en fait, et va se modifier en fonction de ce modèle, et va opérer des transformations sur son propre corps, de manière à être dans un mimétisme avec ce modèle. Donc c'est vrai que c'est une pratique aliénante. Et est-ce que l'appropriation vous intéresse? Alors l'appropriation, qu'est-ce que vous entendez par appropriation? La photographie, c'est une appropriation permanente, de toute façon. Donc je me suis approprié en effet beaucoup de visages, beaucoup de vies, beaucoup d'images, d'autant plus avec mon travail récent de superposition d'images, de mélange d'images comme ça, il y a encore plus ce phénomène d'appropriation, parce que c'est un petit peu comme si
Je feuilletais un magazine et je faisais comme ça des découpages, des collages avec diverses images. Alors je fais les photographies, mais je les fais de manière stéréotypée. Ce sont des photographies stéréotypées au départ, c'est-à-dire que récemment, le stéréotype, pour un petit peu simplifier, ça pourrait être la photo de mode. Bon. Mais en faisant ce travail de surimpression et d'ajout d'images et de modification à divers niveaux, c'est comme si je m'appropriais ce stéréotype pour le ramener à quelque chose qui m'appartienne en fait. Donc là, il y a appropriation en effet, il y a appropriation de diverses formes de stéréotypes. Finalement, dans tout ce qu'on dit, il semble que la beauté chez vous, c'est de l'ordre de l'ambiguïté, c'est de l'ordre du doute. Oui. Et je disais, je crois que c'est dans un entretien avec Étienne Hatt dans Art Press, vous dites la beauté est toujours anachronique. Oui, il me semble, parce qu'en fait, c'est une quête, quoi. C'est une quête d'idéal qui est toujours un peu ratée, quoi. C'est-à-dire que dans mes photos, en tous les cas, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et mes photos sont paradoxales aussi pour ça, parce que c'est un peu comme si je mettais une sorte de loupe sur quelque chose qui ne va pas fonctionner comme il aurait fallu, quoi, finalement. Alors il y a Cindy Sherman qui fait ça aussi, de manière presque encore... Alors elle, c'est vraiment l'enjeu de son travail, c'est de montrer les choses la matérialité du bricolage, en fait. Il y a presque une critique du matérialisme dans son travail à cause de ça, grâce à ça. Moi, ça se fait différemment, mais finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, les sosies de Michael Jackson, on reconnaît le modèle, mais on voit que ce n'est pas Michael Jackson. Donc finalement, ça ne marche pas, quelque part. On voit que c'est bricolé, que tout est en train de tomber en morceaux. Donc en effet, il y a cette dimension de paradoxe, quoi, entre une quête et son impossibilité, entre quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. C'est comme Ingres, finalement, qui, voilà, à force de vouloir avoir le corps parfait, fait des choses totalement... qui déforment le corps humain dans cette quête, en fait. Et un fil rouge dans votre œuvre semble être la tension entre la vie et la mort, entre l'image animée et l'image figée. Et finalement, votre travail ne parle-t-il pas de la mort aussi ? Oui, je pense que, bien sûr. Alors, bon, la photo, c'est un médium qui parle de la mort, par définition. Donc, je n'échappe pas à la règle, on pourrait dire ça aussi comme ça. Sauf que peut-être que j'appuie un peu plus le trait en retirant la vie de mes modèles par la schématisation de la pose. Je pense notamment aux femmes noires, où la schématisation est assez forte. Presque une photographie comme ça, un peu anthropométrique. En tous les cas, il y a schématisation du vivant, et qui va en effet, en tous les cas, mettre l'aspect vivant en retrait dans l'image. Mais il y a toujours quelque chose pour contrebalancer ce phénomène. Donc il y a toujours une sorte là encore, de paradoxe entre deux entités opposées, donc la vie, la mort, le vivant, l'inanimé. C'est des choses qu'on peut retrouver en permanence dans mon travail, y compris dans les séries récentes qui sont plus complexes d'appréhension. Je pense que c'est parce que, en effet, la beauté, c'est quelque chose qui fige aussi. On se transforme en image, en quelque sorte, et que mes sujets sont des gens, quand c'est des gens, ce sont des gens qui veulent se transformer en image. Les mannequins, alors pour revenir à des séries plus récentes, où le mannequin d'agence s'est imposé à moi comme une sorte de pantin que je vais manipuler et transformer. C'est quasiment leur métier de se transformer en... Ce ne sont que des... Elles sont images, elles font image. C'est leur métier. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une constante en fait dans mon travail, cette ambivalence, quoi.
voilà, les mannequins de vitrine sont des objets que je photographie comme des êtres vivants, et inversement, quand je photographie des êtres vivants, j'ai tendance à les réduire à une image, justement. Je ne suis pas la seule à faire ça, hein. Alors, on a évoqué un certain nombre de séries. On aimerait maintenant aborder la façon dont ces images s'élaborent, dont vous les composez. Et, en fait, votre corpus des images est impressionnant par son éclectisme. Et comment choisissez-vous habituellement vos sujets et sont-ils importants pour vous? Oui, les sujets sont importants et je les choisis principalement pour leurs caractéristiques formelles. Voilà, des visages doivent être, voilà, par exemple pour les mannequins, les visages doivent être assez larges pour donner de la place, par exemple au maquillage ou aux interventions de surimpression. Ils répondent aussi à certains stéréotypes de beauté qui sont des beautés très hollywoodiennes, presque hitchcockiennes d'une certaine manière, donc très stéréotypées aussi, là encore. Auparavant, les sujets réels, entre guillemets, aussi avaient des qualités formelles très affirmées, comme les bodybuilders, les transsexuels, voilà, étaient choisis pour les indices à la surface de leur corps, en fait. Hein. Je cherchais à montrer des indices à la surface des corps et des êtres. Par exemple, les transsexuels, il y a des indices à la surface de leur visage, des indices féminins, des indices masculins, mais ce sont seulement des indices. Rien n'est affirmé. Il y a une recherche du genre, en fait. Au départ, dans mon travail, il y a plutôt une recherche du genre, de l'indifférenciation des genres, de l'ambiguïté des genres, à travers mes sujets, les sujets que je choisis. Les bodybuilders aussi, le genre des bodybuilders est très androgyne, en fait. C'est pas viril, en fait. Ces corps sont pas virils du tout. Ils sont fragiles, ils ont peur de se faire mal en permanence, ils peuvent pas porter une valise. Et les femmes font exactement la même chose que les hommes, donc il y a un caractère aussi androgyne dans cette transformation. Donc oui, les sujets sont des vecteurs en fait sont des vecteurs de sens, mais à leur surface, par leurs caractéristiques formelles en fait. Donc l'identité aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, toujours. Enfin, l'identité, je ne traite pas de l'identité dans mes travaux récents. Je traite plutôt d'une espèce de perte ou de perte dans un magma d'informations ou dans un environnement hostile ou une charge comme ça, une charge mentale qui vient perturber en fait la psychologie des personnages. Et alors, est-ce que il y a dans votre œuvre aussi un certain nombre d'objets que vous avez photographiés qui ne sont pas dans les images qui sont derrière nous, mais est-ce que vous photographiez, il y a aussi ces ambivalences entre les mannequins de vitrine et les modèles par exemple, et les mannequins tout court, est-ce que vous photographiez les corps comme des objets ? Oui, je pense que je photographie les corps comme des objets, mais ce sont des corps qui veulent se transformer en objets. Donc il y a une forme de logique dans cette démarche. Il y a pas une chose qui est forcée. Il y a une sorte d'objectivation de mes modèles, oui. Là encore, c'est la notion d'image qui revient. Et je pense à Hitchcock qui aussi filme les femmes comme si c'était des images qui déambulaient à travers ses films. Enfin, toutes les héroïnes hitchcockiennes sont vraiment comme des images. Elles ont d'abord elles n'ont même pas de matérialité. Enfin, elles sont aussi comme des fantômes. Enfin, pour moi, comme de pures images en fait. Hein. Et donc, ce que je fais, c'est des fantasmagories en fait, finalement. Surtout dans les travaux récents, il y a une mise en scène des corps, comme j'ai pu faire des mises en scène d'objets, où le corps va opérer une symbiose avec l'objet. Et il n'y aura plus de différence entre un objet et un corps. Un peu comme dans les étalages des vitrines,
crois que c'est Walter Benjamin qui parle de ça dans Capital du XXe siècle, où il parle des étalages dans les passages parisiens, où les objets sont mis en scène de manière à être comme des personnages. Et il parle de fantasmagorie, et je pense que c'est quelque chose qui aussi sous-tend mes images. Et si on revient aux séries avec des mannequins, des modèles, comment les choisissez-vous? Les modèles pour vos séries? Les modèles, alors les modèles, vous voulez dire les mannequins d'agence, du coup? Oui. Oui. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, elles répondent à un stéréotype parmi les stéréotypes, puisqu'il y a différentes formes de beauté. Aujourd'hui, il y a une forme de démocratisation de la beauté à travers les réseaux sociaux notamment. Bon, ce qui est intéressant à travers ces réseaux sociaux, c'est qu'on peut voir à travers les filtres qui sont appliqués, notamment sur Instagram en l'occurrence, que ces formes de beauté n'ont rien à voir avec la réalité, que ce sont des pures inventions, et qu'il y a comme ça différentes Marilyn, quoi. C'est comme s'il y avait, comment dire, les Marilyn sont de plus en plus nombreuses et elles sont de plus en plus différenciées, quoi, on pourrait dire. Donc moi, c'est vraiment un stéréotype parmi différents stéréotypes, et là encore choisi pour leur caractère formel. Je ne sais pas comment le dire autrement. La manière dont une ossature va recevoir la lumière, va pouvoir provoquer des ombres. Par exemple, les héroïnes des films noirs, elles sont aussi très semblables entre elles, comme les héroïnes hitchcockiennes. Elles ont toutes le même visage. Enfin, elles sont toutes des duplications l'une de l'autre, en quelque sorte. Et elles ont toutes la même ossature, donc je crois que je fais pareil, en fait. Hein. Et alors, vous travaillez par série. Est-ce que il y a là quelque chose qui... là non plus, vous n'êtes pas la seule, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la persistance rétinienne, enfin d'une sorte de dissolution du soi aussi, de mise à distance par là, une étape de plus de mise à distance dans le fait d'avoir des séries d'images? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un formalisme dans la série. En tous les cas, dans ma manière de faire des séries, c'est une variation sur un même thème. Donc c'est une sorte de démonstration du déplacement du sujet à travers la forme. Un peu comme dans l'art pop, finalement, où il y a un déplacement du sujet dans une forme qui est une sorte d'épure, où justement la forme va se dissoudre, enfin, où l'objet ou la personne va complètement se dissoudre et perdre complètement son identité. Dans les photos utilisées par Warhol, il n'y a plus du tout de notion d'identité, même si ce sont des personnes privées, cette notion d'identité va complètement se dissoudre par le travail formel de l'image, pour devenir aussi vide qu'une icône peut l'être, quoi. Je pense que j'opère un peu de la même manière, mais ce vide, il est le sujet même de ma photographie, quoi. Il est le sujet même enfin, il habite aussi mes sujets, même s'il y a une forme de résistance, puisqu'il y a toujours paradoxe. Et quel est votre rapport à la mode? Quel intérêt avez-vous pour la mode aujourd'hui? Alors, j'aimerais bien être bien habillée, ça c'est sûr. J'ai pas vraiment de... Je sais que quand je fais une série, que je commence une série, je sais quel type de vêtements dont j'ai besoin d'un certain type de vêtements, qui n'est pas forcément des vêtements à la mode d'ailleurs, mais j'ai besoin, parce qu'il y aura des motifs qui vont se dissoudre dans l'image, parce qu'ils seront identiques à ce que je vais mettre en surimpression, et donc il y aura comme ça une espèce de fondu enchaîné dans l'image, entre le vêtement et ce qui se passe autour, et tout rayonne d'ailleurs en général à partir du vêtement, souvent, donc le vêtement est très important. Et de ce fait, voilà, il y a un rapport au vêtement comme ornement.
Mais le rapport à la mode, c'est plutôt le rapport à ce qu'est le corps dans la mode. C'est-à-dire que le corps est un véhicule, enfin, on pourrait dire que dans la mode, ou plutôt dans la consommation, les images sont un médiateur, enfin, sont un véhicule. Je ne sais pas comment dire ça. Je me suis perdue en cours de route. En fait, je crois que j'ai pas beaucoup de rapport à la mode, si ce n'est l'utilisation, enfin la choséification des corps dans la mode. Voilà, les mannequins de défilé sont des corps qui répondent à un certain nombre aussi de critères, de stéréotypes de l'époque ou de la marque, etc., comme pour identifier la marque. Voilà, donc ce sont des marqueurs. Que dire de plus, oui. Le maquillage, qui est quand même présent beaucoup dans vos séries. Le maquillage, il est présent sans l'être. Enfin, il est présent, quand il est présent, c'est sous la forme de masque, en fait. C'est qu'il est comme un masque. Sinon, le maquillage, c'est comme s'il n'y en avait pas. Enfin, c'est vraiment la notion de masque à travers le maquillage qui m'intéresse, puisque les visages que je photographie ont cette dimension aussi de masque. Du moment où on parlait à l'instant de l'élaboration des images, on entre progressivement dans votre studio et dans ce moment de la production des images à proprement parler. Oui, la question de studio et des protocoles. Comment élaborez-vous ces protocoles précis? Et est-ce que c'est un cadre qui vous rassure plutôt ou un moteur pour aller plus loin dans l'expérimentation? Oui, c'est vrai que je photographie presque toujours en studio, ou alors si c'est sur site, je m'arrange pour que les objets ou les gens soient décontextualisés du contexte dans lequel je suis, par exemple les mariages marocains ou dans d'autres circonstances. Le protocole, en effet, est très déterminé dès le départ. Donc je sais que la mannequin doit soit regarder l'objectif, soit regarder au loin, dans une sorte de hors-champ. Les attitudes aussi sont stéréotypées, que ce soit des objets ou des gens. Là, les objets ont des attitudes stéréotypées. C'est pour ça qu'elles font illusion aussi, parce que finalement, la photographie, elle véhicule aussi des stéréotypes. C'est une fabrique de stéréotypes, la photographie. Donc, c'est déjà une copie, finalement. Donc, quand on fait une photo, on fait une copie quoi, de quelque chose. Donc, je pense que je fais ça aussi. Donc, la pose, voilà, doit répondre aussi doit mimer ou doit évoquer un stéréotype différent à chaque fois. Lorsque la mannequin regarde la caméra, voilà, c'est pour interpeller le spectateur et poser l'interrogation de manière plus frontale. Lorsqu'elle regarde au loin, ça peut évoquer une forme d'absence à soi ou d'absence au monde. Mais c'est des choses qui se déterminent très, très vite dans le studio. Après, l'expérimentation en studio, ou en tous les cas, elle est très minime en fait. Ou alors il faut tout recommencer, quoi. On se rend compte des choses au fur et à mesure en les faisant, et pas forcément à l'instant T de la prise de vue. Vous avez commencé à parler tout à l'heure de la façon dont vous retravaillez vos images, de la façon dont il y a des touches qui apparaissent d'un travail pictural. Ces motifs que vous utilisez, ces jeux de transparence, est-ce qu'on peut parler du geste du peintre? Est-ce qu'on peut parler de collage, de montage presque? Oui, c'est pictural dans le sens où c'est très composé. C'est composé, c'est fabriqué, comme une peinture est composée, fabriquée. Voilà, il y a la même artificialité dans ces images que dans une peinture. Voilà. C'est en cela pour moi qu'elles sont proches de la peinture, et ce qu'elles ont toujours été d'ailleurs, même au départ.
C'était des photographies déjà très artificielles, enfin très décalées, très à côté, comme je le disais tout à l'heure. Et alors concrètement, ça se fait, voilà, j'arrive au laboratoire avec, admettons, un portrait, et puis je vais ajouter à ce portrait différents types d'images que j'ai pensé pouvoir fonctionner avec ce portrait. Et c'est là qu'intervient en effet cette notion de collage, de montage. Je parle aussi de feuilletage d'images, où chaque couche va ajouter, finalement va ramener ce personnage un peu schématique à quelque chose de plus précis, de plus évocateur. Alors, il faudrait prendre un exemple plus précis. Alors, les New Marilyns, par exemple, là, en effet, le personnage est très stéréotypé. Ça représente vraiment des copies de Marilyn, hein, en quelque sorte, comme ça. Donc, je les ai stylisés comme des fausses Marilyn, mes mannequins, mes modèles. Et puis, l'ajout, qui ici est principalement un ajout de comics, de bulles de comics américains, vient renforcer l'aspect, comment on pourrait dire, mental de ce portrait. C'est un petit peu comme si cette surimpression, c'est vrai aussi pour d'autres séries, était un peu la représentation de ce que pouvaient penser ou de la confusion mentale des personnages montrés. Donc il y a un aspect à la fois fictionnel et un peu plus narratif qu'au départ. Mais tout ça se fait sous forme de métaphores. C'est métaphorique. C'est pas narratif stricto sensus. Ça fonctionne sur le mode de la métaphore. Et comment ça se passe? Vous glanez ces motifs? Vous avez dit à plusieurs reprises que vous avez des sortes de banques. Oui, j'ai des banques d'images. Mais donc vous avez des moments où vous glanez des images et vous piochez dedans? Voilà, voilà, dès que je fais beaucoup d'images dans la rue, de vitrines, principalement de vitrines, que j'ai beaucoup utilisées dans les surimpressions, même si elles ne se voient pas a priori. Voilà, ça c'est une de mes sources. Après, je fais aussi beaucoup de reproductions dans des livres ou de reproductions dans de comics américains, par exemple, mais ça peut être aussi dans des livres de choses, on pourrait dire des livres d'images, que je vais en effet me réapproprier et inclure dans d'autres images, et qui viendront sédimenter et composer encore une autre image, donc elles ne seront pas forcément reconnaissables à première vue. Voilà, je dirais que je fais feu de tout bois et qu'on est dans une société en effet de l'image et que c'est comme une espèce de recyclage en fait. Mais bon, c'est quand même des choses que je vais chercher. Voilà, c'est pas. Par exemple, pour certaines séries, je sais que j'ai besoin par exemple, de paysages. Et je ne veux pas faire de paysages pour ces photographies parce que ça serait raté, parce que justement, les images ne seraient pas assez stéréotypées. Donc, je vais chercher des paysages très stéréotypés, qui ne sont pas forcément des photographies, qui peuvent être des peintures, donc des sortes de chromos que je vais inclure dans mes images, qui vont être en très petite définition parce que j'irai les chercher sur le web, et que je vais donc modifier pour qu'elles aient une qualité plastique à l'agrandissement, avec un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser dans Photoshop. Donc voilà, par exemple, c'est un exemple que je vous donne là, mais qui ne seront pas forcément identifiables au final comme des paysages, mais qui viendront comme un liant entre les différents plans, entre le portrait et les arrière-plans. Ça fonctionne vraiment à la manière, en effet, d'un peintre, parce que c'est comme des glacis obligés pour que les plans soient reliés entre eux. Donc c'est là aussi que ça diffère d'un simple collage où on voit le coup de pinceau. Là, on ne voit pas le coup de pinceau. Le coup de ciseau, décidément. C'est vous qui l'avez dit. Voilà, bon, tout est dit. Question incontournable. Est-ce que vous avez déjà expérimenté des outils d'IA et est-ce que vous le voyez comme une continuité ou une menace pour votre approche visuelle?
Alors non, j'ai jamais utilisé l'IA, même si, a priori, il peut y avoir confusion pour certains. Alors peut-être que je suis une pré-IA, comme il y a eu des pré-impressionnistes. C'est ce que je me dis pour me rassurer. Mais en effet, oui, pour moi, c'est une menace, parce que s'il n'y a plus cette ambiguïté par rapport au sujet, ça n'a plus vraiment de sens pour moi. Donc peut-être que cette nouvelle donne va modifier le choix de mes sujets ou ma manière de faire. Très probablement que ça va modifier des choses. En tous les cas, je n'ai pas l'intention de m'en servir, d'abord parce que je pense que je m'en servirais très mal. Ou alors, de toute façon, l'IA, elle est déjà dans Photoshop depuis des années, donc je m'en sers déjà d'une certaine manière, mais d'une manière, là encore, purement technique. C'est-à-dire que, par exemple, l'IA, elle sert dans Photoshop à réduire un grain qui serait trop présent, ou à réduire, enfin c'est plus du grain maintenant, c'est une absence de définition. Alors on peut rattraper comme ça des photos qui auraient été faites en trop basse lumière et qui ne seraient pas assez sharp comme ça. L'IA permet de récupérer ou de simuler voilà, une photo un peu comme ça. Mais pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai utilisée sans le savoir, d'une certaine manière, qui vient de l'IA. Mais alors par contre, quand je rentre dans des prompts, j'ai essayé d'en rentrer faites-moi un portrait à la manière de Valérie Belin avec du maquillage. Alors c'est terrifiant. C'est horrifiant. En général, ça ressemble à une mauvaise version de quelqu'un qui se serait déguisé en personnage gothique. Ce qui n'est pas pour m'inquiéter, mais je ne sais pas lui parler en tous les cas. Alors, dans un tout autre registre, vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts, une forme de reconnaissance. Quelle est pour vous l'importance de la reconnaissance, une forme de reconnaissance? Oui, comme tous les artistes, c'est très important. La reconnaissance, c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin, c'est quelque chose qui évacue pour un certain temps le doute, qui est toujours une dimension quotidienne et un peu fatigante. Donc voilà, c'est une sorte d'encouragement, c'est un encouragement. Alors l'Académie, c'est encore autre chose, parce qu'il y a les travaux académiques, il y a qu'est-ce qu'on fait de la photographie à l'Académie, comment défendre la photographie à l'Académie. Il y a beaucoup de choses possibles à l'Académie. Très peu de gens en fait savent tout ce que l'Académie fait en fait pour les artistes, et elle fait vraiment beaucoup de choses pour les artistes. Et donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire aussi pour défendre la photographie grâce à l'Académie. Et à cet égard, il y a aussi une idée de la transmission qui est très importante. Oui. À l'Académie. Est-ce que pour vous, et qui est très important aussi dans ce programme, est-ce que pour vous, la transmission, c'est quelque chose d'important? Est-ce que vous regardez le travail? Vous avez cité plusieurs autres artistes, beaucoup. Et est-ce que vous regardez le travail des jeunes artistes? Alors, il y a beaucoup de jeunes artistes. Et malheureusement, pour des questions de temps, c'est très compliqué de se tenir informé. Voilà, en tous les cas, pour moi, c'est compliqué. Mais grâce à des expositions, en effet, je peux découvrir les travaux de jeunes artistes, grâce à différents canaux d'information aussi. C'est très intéressant. Grâce à l'Académie aussi, puisqu'on distribue des bourses à des jeunes artistes. Donc c'est très intéressant pour moi d'être confrontée aux nouvelles pratiques de la photographie qui diffèrent généralement beaucoup de ce que j'ai pu faire. Voilà, qui peut aussi remettre en question un certain nombre de choses aussi. Et la transmission, c'est important, bien sûr, c'est important. Elle se fait naturellement aussi. Voilà, les choses se font naturellement à travers, j'ai enseigné longtemps, donc là maintenant je fais moins d'enseignement, mais j'espère
pouvoir transmettre aussi, voilà, grâce à des moments comme celui-là, grâce à d'autres canaux, le faire aussi. Je ne réponds pas vraiment à votre question d'ailleurs, mais... Et quel conseil pourriez-vous donner à un jeune artiste? Il y a tellement de choses à conseiller à un jeune artiste. Je pense que c'est d'abord de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul dans l'atelier, ou de rencontrer les autres, de rencontrer que ce soit des artistes, des gens qui regardent son travail. Voilà, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers la rencontre en fait. C'est vraiment le conseil le principal pour moi, pour un artiste. En dehors de celui de travailler, bien sûr. Alors notre rencontre commence à toucher à sa fin. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de l'exposition que vous préparez à Deauville aux Franciscaines en 2026 et peut-être d'une série sur laquelle vous travaillez, enfin des projets en cours? Oui, en effet, on montrera en exclusivité aux Franciscaines une nouvelle série en noir et blanc. On n'a pas parlé du noir et blanc, mais c'est en effet une série en noir et blanc. Alors je ne peux pas trop en parler parce que voilà, il faut laisser la découverte. Et l'exposition en fait aura deux dimensions. Enfin, il y a 2 niveaux dans l'exposition. Un niveau qui sera dédié à mes premiers travaux en noir et blanc, avec voilà cette prédominance d'une adhésion à une définition ontologique comme Hervé Bazin a pu la formuler de la photographie, comme empreinte, comme trace. Et puis le second niveau qui sera dédié à mes travaux en couleur et aux séries les plus récentes où l'image de la femme dominera, en tous les cas le portrait au féminin dominera, et qui sera un peu l'enjeu de ces deux approches qui ont vraiment marqué 2 périodes dans mon travail. D'accord. Et donc alors en guise de vraie conclusion à cette rencontre, nous allons, si vous le voulez bien, suivre un autre rituel de ce programme du 7 à 9, qui est un questionnaire de Proust que nous avons préparé avec Arina pour vous. Si tout était possible, avec qui voudriez-vous le plus prendre un café, que ce soit une personne d'hier ou d'aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Roman Polanski, allez, soyons fous. Alors on a peu parlé de lecture et de littérature. Il y a une question cachée dans cette question, c'est est-ce que c'est important? Mais qu'est-ce qui est important en littérature? Si vous emportiez un livre sur une île déserte, ça serait quoi? La montagne magique. Voilà, parce que tout le monde entier est dans ce livre. Ouais. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Par quel photographe aimeriez-vous être photographié? Par Thomas Ruff, comme ça ne me ressemblera pas. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez? L'objet le plus précieux que je possède, je pense que c'est ma caméra. Oui, je pense que c'est ma caméra. Et s'il fallait choisir la destinée de quelqu'un d'autre, quelle autre vie que la vôtre aimeriez-vous vivre? Waouh! Tu peux pas répéter l'histoire que je réfléchis? La vie de quelqu'un d'autre. Choisir la vie de quelqu'un d'autre. La vie de quelqu'un d'autre. La vie de qui? Vivre une autre vie. Vivre une autre vie. Oh là là, mais il y en a tellement. Je pense que ce serait celle d'un réalisateur, voilà, celle d'un réalisateur encore une fois, ouais, celle d'Antonioni ou de Visconti. Ils étaient tous les deux très riches, donc l'un ou l'autre, ça ira. Si vous n'aviez plus qu'un seul morceau de musique à écouter, lequel serait-ce? Je crois que ce serait le Messie de Handel.
Voilà. Parce qu'on renaît de ses cendres à chaque fois. Et enfin, plus classiquement, votre Madeleine de Proust. Ma Madeleine de Proust. J'aimerais bien en avoir une. Waouh. Celle-là, pourtant, elle était évidente, hein, comme question. Elle va être difficile à trouver, parce que j'ai aucun souvenir de mon... Alors si... c'est celle d'une Dupri. C'est celle d'un... Voilà, c'est une fusée. Comment dire ? C'est un jouet qu'on m'a volé. Un jouet qu'on m'a volé. Mais c'est pas vraiment une Madeleine de Proust, ça. C'est quoi ce jouet ? C'est une fusée ? Ouais, c'est une fusée qu'on m'a jouée, en fait, qu'on m'a volée. Non, mais c'est pas une Madeleine de Proust. En fait, j'ai pas de réponse à ça. C'est curieux, mais j'ai pas de réponse. Je crois que j'ai pas de souvenir, en fait. C'est une conclusion. Un très grand merci, Valérie Belin. Merci beaucoup. Vous disiez que vous faisiez appel à des photographes vivants ou morts parfois, et comme j'entendais mort, j'ai pensé un peu à l'invocation et vous parliez de sortir du réel, et je voulais savoir quelle place avait la spiritualité dans votre travail, si elle en avait une grande. Ah, j'ai peur que non. Non, c'est pas grave. Moi j'ai vu ça, mais ça m'intéresse. Au vu de mes images, j'ai peur que non. Non. Comment dire, c'est plutôt l'aspect psychique et mental qui en effet est très présent dans mon travail. Ce sont des images très cérébrales. Oui, ce sont des images très cérébrales, très voilà comme ça. Mais on ne peut pas dire que ce soit de l'ordre de la spiritualité, je pense. C'est plutôt de l'ordre du désordre ou du chaos. Mais malheureusement pas de... Peut-être que j'y arriverai un jour, hein. Mais c'est une forme, en même temps, c'est une forme de... C'est une spiritualité, enfin, c'est une manière de penser comme une autre. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce bel échange. Moi, je voudrais revenir sur la dernière question, sur cette Madeleine de Proust, justement, et sur le rapport aux souvenirs. Vous disiez ne pas avoir beaucoup de souvenirs. Dans vos images, dans la photographie, quelle est justement cette place qu'a le souvenir ? Comment dire ? En fait, il n'y a pas d'identification d'un souvenir dans mes images. Il y a une quête. En fait, c'est une sorte de quête. Alors, on peut parler de quête d'identité, parce que je pense que quand on a des souvenirs, on arrive à se forger une identité à travers la possibilité d'avoir des souvenirs. Quand on n'a pas de souvenirs, c'est sans doute... que l'identité, que la constitution de l'identité a été mise en défaut à un moment donné, voilà, par différentes choses, et que donc il y a eu un manque. Et je pense que aussi c'est ce que mes images montrent, alors à travers les notions de vide ou de chaos ou de désordre. Plus que celui de souvenir, il y a peut-être aussi l'aspect mortifère de la photographie, mortifère de mes images. Fantomatique aussi, l'aspect fantomatique des personnages dans toute photographie, mais en particulier peut-être dans certaines de mes photographies. Donc là, c'est peut-être un souvenir sous cette forme-là qui ressurgit, en effet. Mais ça reste un fantôme, en fait. Oh, excusez-moi, je dis des choses effrayantes. C'est vraiment terrible. On peut continuer peut-être la conversation moins formelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.